Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de l'Instant Cozy, ou déjà le quatrième épisode. Alors aujourd'hui, j'ai hâte de vous parler d'un sujet passionnant, qui est un sujet autour de l'univers du gaming. Et j'ai le plaisir aussi de recevoir la personne parfaite pour en parler, Estelle Ngo. Estelle, en fait, qui a maintenant une grande expérience chez L'Oréal de plus de 10 ans et qui a pu en fait explorer différents territoires chez L'Oréal, notamment l'univers du Web3, du NFT, et maintenant qui se retrouve à être directrice média de L'Oréal Canada. Comment vas-tu, Estelle? Salut Hugo, je vais très bien, merci de me recevoir. J'ai très hâte de parler du gaming qui est un de mes points de passion très fort depuis très longtemps. C'est que en ce moment, je me fais tout le temps targeter là, par tous les teasers de GTA 6. Tout le monde en parle de quand est-ce que ça va sortir, etc. Est-ce que toi aussi, t'es targeté par ça ou... Tout le temps, ouais. Et j'ai des passionnés dans l'équipe aussi, donc ils sont les premiers à me partager des teasers ou des drops, des petites annonces ici et là qui me disent, ou en fait des blagues. Telle chose est arrivée avant que GTA 6 soit droppé. Donc, on s'amuse au boulot. On a hâte de la voir. Et première question pour toi, un peu de style icebreaker. Donc, je sais que tu es passionné par le gaming et ça fait plusieurs années que tu y joues. Et depuis ton adolescence, depuis ton enfance, etc., quel est le jeu qui t'a le plus marqué, en fait, et pourquoi? Écoute, il y en a plusieurs, mais sans conteste, il faut que je nomme Assassin's Creed. Assassin's Creed parce que, bon, plusieurs raisons, mais moi, j'aime beaucoup l'élément de open world concept. Mais ce que j'ai vraiment apprécié chez Assassin's Creed, c'est l'aspect immersion historique. Les mécanismes de jeu aussi, qui étaient hyper innovants au moment où ils ont lancé le premier jeu. Et également la construction de l'histoire et du personnage, les éléments de parcours aussi qui étaient nouveaux à ce moment-là. Et bien sûr, la boîte, le studio qui a continué, Ubisoft a continué d'innover en développant la franchise avec de nouveaux étapes, chapitres dans l'histoire. Donc pour moi, c'était, je pense, un jeu très marquant. D'ailleurs, pas juste pour moi, je crois, une génération de joueurs qui ont adoré Assassin's Creed et qui ont grandi avec. Et il faut aussi que je mentionne un jeu indie qui m'a beaucoup marqué, parce que, bon, j'ai parlé de Assassin's Creed qui est un AAA game, mais du côté indie, il y a aussi un jeu qui s'appelle Journey, qui a gagné plein de prix. Et pareil, c'est l'élément de narration de l'histoire, l'expression minimaliste et sonore et émotionnel aussi du personnage. Ouais, voilà. Et si je peux me permettre, c'est lequel des Assassin's Creed que tu as le plus aimé? Odysseus? Odyssey. Odyssey. Ouais. Et du coup, ouais, il y a des éléments de mythe dans ce jeu que j'ai tellement kiffé. Donc, ouais. C'est comme ça que tu bossais l'histoire. C'est un peu tard, par contre. C'est quand j'ai passé mon brevet. Je pense que c'était bien plus tard que c'est sorti. Donc, ouais. Et alors, pour retourner donc, par rapport ça au gaming et de son importance, qu'est-ce qui, selon toi, a fait que le gaming est devenu si important dans l'écosystème digital à tel point qu'aujourd'hui, ça est devenu encore une plus grande tendance? Écoute, je pense que je vais modérer ma réponse en répondant plutôt pour des marques non endémiques. Parce que pour les marques endémiques, ça a toujours été un élément important dans l'activation de l'écosystème digital. Donc, pour tout ce qui est marque non endémique, je crois que c'était une combinaison de facteurs. Okay, je vais peut-être en nommer 2 ou 3. Le premier, c'est vraiment COVID, qui a accéléré, je pense, assez naturellement le temps d'engagement des joueurs. Tout le monde était confiné chez eux. Donc, naturellement, le temps passé sur le digital a augmenté. Et du coup, le gaming également. Et les marques se sont retrouvées à développer des activations pour aller chercher leurs consommateurs, leurs cibles sur ces touchpoints. Je dirais aussi que les marques se sont réveillées. Donc, parce que même si c'était pas nouveau, je pense qu'ils ont identifié l'opportunité du gaming. Parce que, en fait, je pense que les gens réalisent pas
l'ampleur de l'industrie du gaming. En fait, si tu regardes leur poids économique, ils font 345 milliards d'argent, de dollars en ce moment. Et même au niveau du reach, tu as énormément de joueurs. Après, il y a aussi un débat sur, bon, si tu demandes dans une salle, par exemple, qui se considère comme un joueur, peut-être que la réponse va varier. Donc, quelqu'un qui dit, je suis pas joueur, mais en fait, tu trouves qu'il joue sur des mobile gaming apps. Donc, tu es un joueur également. Donc, c'est pour ça que c'est hyper diversifié, super inclusif aujourd'hui. Et de la nature du développement des jeux sur tous les devices, tu peux retrouver différents types de joueurs pour différents types de jeux également. Donc, ce que je voulais dire à la fin, c'est effectivement le développement de l'écosystème digital pour les jeux vidéo aujourd'hui est super accessible pour les marques. Et en parlant de ça, justement, du fait que ça soit super accessible pour les marques, etc., j'ai vu qu'il y avait de l'intérêt encore plus croissant par rapport aux marques et à leur intérêt de collaborer avec Roblox, Minecraft, Fortnite, etc. Est-ce que c'est quelque chose que... Enfin, avant de tomber dans des exemples précis, mais comment tu penses... Qu'est-ce qui a fait que ça a attiré à ce que les marques, justement, fassent de plus en plus de partenariats avec ces plateformes-là? C'est un peu tous ces éléments de réponse que je viens d'énumérer, mais également pour, je dirais, le potentiel d'engagement. Donc, on parlait d'engagement et quand tu compares les réseaux sociaux avec le gaming, tu retrouves une nature d'engagement qui est un peu plus différente au niveau de la durée comme au niveau de la qualité de l'engagement. Et donc, pour les marques, ça représente un potentiel d'aller chercher une cible que tu retrouveras peut-être plus vraiment sur les réseaux sociaux, parce que quand tu regardes sur les jeux vidéo aujourd'hui, oui, c'est accessible, oui, c'est démocratisé et rejoint beaucoup de générations maintenant. Donc, notamment les millennials, bien sûr, mais énormément de Gen Z et de Gen Alpha. Et quand je pense à Gen Alpha, par exemple, il y a plusieurs Gen Alpha qui passent beaucoup plus de temps à socialiser sur les jeux vidéo. Et je pense notamment à Roblox et à Fortnite, mais à passer du temps à engager, à créer et à produire également. Donc, il y a tout un pan de discussion aussi sur comment ils génèrent du revenu, un peu comme sur les réseaux sociaux, mais à travers les jeux vidéo. Donc, pour les marques, un peu on dit be where your consumers are, where the eyeballs are, et du coup au niveau de la qualité de l'engagement de la cible et aussi de l'expression créative et immersion je dirais de la nature du jeu vidéo, ça représente une opportunité intéressante. Donc, quand on active même du côté paid, notamment, je pense au sponsorship, il y a beaucoup de marques qui se sont positionnées avec des e-sports teams également. Donc, en tout cas, il y a encore beaucoup à développer et super intéressant pour plein de marques. Ouais, d'ailleurs, en parlant de e-sport, Team Vitality en France qui performe très bien. Et même, tu parlais justement qu'il y a de plus en plus d'audience, etc. Je sais que récemment, en France, tu as un big event qui est le Z Event qui a récolté pas mal d'argent. Il y a les grandes finales de Dota, League of Legends. Donc, on voit quand même que de plus en plus chaque année, ça attire de plus en plus de monde. Et je voulais revenir un peu à un moment donné, parce que tu parlais de réseaux sociaux. Est-ce qu'on pourrait considérer un peu le gaming comme un réseau social? De plus en plus, oui. Je dirais parce que il y a maintenant des plateformes comme Twitch qui va permettre de publier en real time et de communiquer aussi avec ton audience, mais aussi avec tes amis, avec donc dans ton réseau social en tout cas, tu peux en même temps interagir avec ton audience et jouer à un jeu. Donc oui. Et Discord. Ah oui. Discord qui a vraiment qui te permet même sur des jeux qui sont non multijoueurs, qui te permet quand même de pas contacter mais d'interagir avec ton audience.
Donc, d'un côté, tu as la montée de ces plateformes qui te permet de connecter avec ton audience. Et de l'autre côté, tu as aussi de la nature des types de jeux. Donc, je pense notamment à des MMORPGs. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, donc je vais le dire en anglais, des Massively Online RPGs. Donc, des jeux comme, j'espère que je l'ai bien dit, entre là, je suis en train de parler en français, je pense en anglais, mais tu as les MMORPGs, et puis tu as aussi des des Fortnite et des Roblox qui te permettent de jouer dans un monde ouvert ou en fait d'accéder à une multitude de jeux dans une plateforme. Donc, je pense notamment à Roblox et à Fortnite. Et donc, par la nature de ces types de jeux, que ce soit compétitif ou world building ou juste passif, tu peux effectivement connecter, interagir avec des vraies personnes, quoi. Donc, ouais. Même si tout avait commencé avec YouTube il y a longtemps, avec la création des user-generated content, etc. Il y a eu les différents YouTubers qui sont après devenus des streamers, et notamment des streamers comme Gogtaga en France, ou Squeezie, ou même, un peu pour représenter le Canada, t'as Pokémon aussi. Et en fait, tout ça, quand je vois un peu le nombre de gens qui interagissent, puis maintenant tout un vocabulaire a été développé autour de l'univers du gaming, comme, je sais pas, Sub, bon, j'avoue, j'en connais pas 40 000. mais je trouve ça super intéressant. Et en fait, je trouve que ça permet vraiment d'ouvrir à toutes ces marques un univers qui est pas encore optimisé. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose on est encore en train un peu de chercher comment unlock le potentiel du gaming, de faire de la publicité dans le gaming. Mais je voulais savoir un peu, est-ce que récemment, ou peut-être même par le passé, vu que tu travailles pour L'Oréal, et t'as fait dans ton expérience, t'as cherché à accélérer l'univers du gaming pour L'Oréal. Est-ce que tu as des exemples à nous partager de campagnes ou de partnerships qui ont pu te marquer, en fait? Alors oui, et je dirais que je réponds en deux temps un peu, parce que j'avoue qu'au début, L'Oréal avait déjà activé dans le gaming dans le passé. Donc, c'est pas comme si c'était complètement nouveau pour le groupe. En revanche, c'était pas, ça faisait pas partie d'un touchpoint stratégique avant COVID. Donc, oui, il y avait des activations un peu isolées ici et là par des marques ou dans des entités locales, mais par la suite, ça l'était devenu. Les gens, par contre, me posaient des questions. Pourquoi gaming pour un groupe de beauté? Ils ne comprenaient pas pourquoi il y avait pourquoi ce touchpoint. Et j'avoue que si tu me demandais la question il y a 10 ans de ça, je dirais oui, effectivement, ce n'est pas une affinité qui est très naturelle au départ. Donc, le début un peu de l'histoire de l'accélération était aussi faire beaucoup de démystification, d'éducation et de convaincre les gens et d'expliquer pourquoi. Et c'est pour ça qu'au début, je disais, les marques ne réalisent pas le potentiel de reach. Il y avait aussi beaucoup de stéréotypes comme quoi les joueurs, c'est que des mecs. Qui vivent dans le sous-sol de leurs parents et qui se baignent jamais. C'est un peu à la South Park. Je ne sais pas si tu vois un peu le clip. Donc, il fallait un peu debunk tous ces stéréotypes. Et en fait, quand tu regardes les stats, en vrai, il y a presque 50% des joueurs sont des femmes également. Et qu'il y a énormément de joueurs dans le monde. Après, ça reste assez fragmenté et aussi par type de jeu. Donc, c'est sûr que quand tu regardes dans certains pays ou certaines zones, c'est pas les mêmes types de joueurs qui vont jouer les mêmes jeux ou sur les mêmes types de devices. Et donc ça, il faut le prendre en considération pour construire la strate de gaming. Et après, il y a différents types de façons d'activer dans le gaming pour chaque marque également, parce que c'est pas vrai que pour toutes les marques, il faut leverager le gaming. Donc ça, c'est un truc à considérer. Après, pour ton deuxième point, les exemples de campagne, c'est ça? OK. Alors oui, donc sur ce deuxième point-là, bien sûr, je travaille pour L'Oréal, donc il faut que je mentionne cette campagne qui a d'ailleurs gagné un Cannes Lion
l'an passé, qui était une campagne pour Maybelline. Ok. Qui s'appelle Under the Avatar. Donc, je vous conseille de taper sur YouTube pour voir la vidéo, le clip, parce que je trouvais que c'était excellent pour regrouper plusieurs points. Un, c'est la brand cause. C'était activé en Australie et ils ont vraiment pris le positionnement authentique et aussi communautaire des jeux vidéo pour construire leur campagne. Donc, ils ont activé la communauté gaming et ils l'ont approché d'une manière très inclusive parce que quand tu regardes les jeux compétitifs, en fait, c'est encore aujourd'hui très male-dominated. Donc, il y a beaucoup de discrimination sur les jeux. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience, soit en tant qu'homme ou femme, mais en jouant en ligne, dès que le mic est ouvert et que les gens entendent que vous êtes une femme, ben, il y a des propos assez misogynes, assez de discrimination où il te dit basically que t'es nul en disant ben, ta place n'est pas sur les jeux, ben, ta place est dans la cuisine. Donc, je vous passe un peu tous ces types de commentaires. Et donc, eux, ils ont pris cette réalité avec la brand cause de Maybelline pour construire cette campagne. Mais ils l'ont aussi construit pour démontrer ces discriminations, mais autour d'une création d'un monde virtuel représentant la marque également dans Fortnite. Donc, c'est la combinaison de plusieurs facteurs que, pour moi, je trouvais ça hyper bien exécuté. Est-ce que c'était exécuté par toi aussi ou... Non, pas du tout. Je ne peux pas prendre le crédit pour ça. Non, mais ils l'ont bien fait et après, oui, ils ont fait beaucoup ils ont travaillé avec des influenceurs aussi pour animer la communauté, pour éduquer aussi sur ce type de discrimination, comment réagir dans ces situations-là et rallier aussi les hommes dans la campagne et pas juste éduquer les femmes parce que bien sûr, nous, on subit, mais on a beaucoup d'alliés, donc jouer avec nos amis mecs, mais aussi bien sûr de sensibiliser, je pense, à ce type de comportement dans les jeux compétitifs. Ouais, bah déjà, bravo pour la campagne. D'ailleurs, ça me fait penser que il y a de plus en plus maintenant de sensibilisation qui est fait tout ce qui est voilà, la misogynie que ce soit dans les jeux, sur Internet, etc. D'ailleurs, ça me fait penser à une campagne qu'a fait, c'était Dialecta avec Women's Shelter qui avait fait toute une intervention en utilisant le cricket. Ah, je connais pas celle-là. Comme étant un commentaire vraiment super intéressant. Et moi, une qui m'avait marqué d'ailleurs dans le gaming, c'était de collaboration, c'était je sais pas si tu avais entendu parler de Travis Scott. Oui, bien sûr. Son concert qu'il avait fait en 2020. C'était énorme, ouais. C'était incroyable, ça, avec Fortnite. En fait, Fortnite était un des premiers, non Fortnite était hyper populaire lors de COVID. Donc, il y a beaucoup de marques et d'artistes qui se sont associés avec Fortnite. Et d'ailleurs, Fortnite ou Epic Games, donc la maison mère, la compagnie, ils ont une stratégie assez bon, je ne sais pas si c'est super bien développé. Ils gardent ça un peu très proche, ces cartes-là proches d'eux, mais je dirais que ils ont une stratégie pour lancer ou ensuite de créer des partnerships dans le jeu. Donc, je pense que vous l'avez remarqué avec justement cette campagne avec Travis Scott, mais tout ce qui est lancement de musique, parce que c'est une expérience très sensorielle, très personnelle également. Et Fortnite est vraiment un véhicule assez parfait pour des artistes qui veulent lancer leur album ou des singles et de combiner ça avec l'expression de l'artiste ou de la marque. Il y a beaucoup de possibilités. Donc, même au niveau des skins, là récemment, j'ai tellement rigolé parce que il y avait les skins de Sabrina Carpenter qui avaient été créés, puis tu avais tous les joueurs qui prenaient... sur Fortnite? Ouais, qui prenaient son skin. Ah, ok, j'étais même pas au courant de celle-là. Ouais. Non, bref, de toute façon, ils sont devenus hyper originaux, etc. Ouais. Et du coup, ce qui m'amène aussi vers la prochaine question, c'est, imagine, je suis une marque. Vu que tu as cette expérience-là, je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui nous écoutent et qui cherchent à exploiter cet univers-là.
voilà, je suis une marque, j'ai envie... donc, disons que j'ai bien ciblé le besoin de mon consommateur et je sais que mon audience, comme tu l'avais dit, est sur les jeux vidéo. Euh, Est-ce que ce serait quoi une fois que tu as ciblé ce besoin, est-ce que tu aurais des tips, par exemple, que ce soit, est-ce qu'il y a des tactiques en particulier, est-ce qu'il y a une approche pour aller voir les plateformes, pour leur demander comment ça se passe, le reach, est-ce qu'ils sont assez, d'ailleurs, est-ce qu'ils partagent ces informations-là? Moi, je sais que ça avait beaucoup de questions. Juste déjà, quel est ton premier tips, je te dirais, par rapport à quelqu'un qui cherche à se lancer là-dedans? Ok, attends, je vais reprendre un peu parce que je vais essayer de répondre à toutes tes questions et peel off les layers. Parfait. Alors, je pense que l'approche pour un groupe comme L'Oréal sera très différente soit d'un influenceur ou un artiste. Mm-hmm. Et est-ce que c'est facile de le faire? Ça dépend. Donc, la meilleure réponse que tout le monde utilise tout le temps, ça dépend. Donc, pour les plateformes comme Fortnite, ce serait un peu moins accessible parce que leur stratégie de partnership est plutôt axée avec des grands noms, des grands groupes, des grandes marques. Et aujourd'hui, ils ont un focus sur entertainment et fashion parce que en réalité, quand tu regardes ces types d'environnement virtuel, de création virtuelle, l'industrie du luxe est le plus affinitaire avec ces types d'expressions parce que c'est facile de créer un look, donc des skins, par exemple, sur Fortnite. Tu peux générer bon, après, le business model va peut-être dépendre du contrat ou de l'entente avec la marque, mais il y a énormément de revenus générés par ces types de partnerships, soit à travers des UGC ou des virtual items. Et donc, pour un Fortnite, par exemple, ce sera un peu moins accessible, je crois, pour des petites et moyennes entreprises. En revanche, c'est pas impossible parce que il y a tout le temps des agences et studios qui ont développé des business models spécifiques pour lancer, disons, des expériences ou des activations sur des durées déterminées. Donc, il y a toujours une possibilité, mais disons que c'est pas donné à tout le monde. Ou si vous travaillez avec des petits créateurs, il y a différentes manières de quand même participer dans ce type de modèle avec un Fortnite. Après, ce qui est intéressant, c'est Roblox. Parce que Roblox est beaucoup plus accessible et à la portée un peu de tout le monde. Et à la base, quand on réfléchit au début de Roblox, c'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que la plateforme a été créée au début pour éduquer les enfants à coder. Donc, c'était une plateforme d'éducation. Après, ils ont shifté leur stratégie et maintenant, énormément de partnerships avec des marques et ils vont aller créer des mondes, des jeux à part dans Roblox. Et bon, après, c'est la compétition, mais Elf ont une stratégie long terme et à chaque année, ils ont lancé plein d'expériences très intéressantes sur Roblox. Donc, ils sont pas les seuls. Après, en beauté, c'est un peu plus difficile, mais pas impossible, mais un peu plus challenging. Mais pour le luxe, notamment, il y a beaucoup de marques du luxe, par exemple LVMH, qui ont lancé des campagnes dans un Fortnite et non pas un Roblox, plutôt un Fortnite ou un jeu à part entière qu'ils ont créé from scratch également. C'est fou, nous on joue aux billes, aux cartes Pokémon et t'en as qui maintenant on peut apprendre à coder en étant enfant via Roblox. Donc non, c'est fou quand même les nouvelles tendances et ce qu'on est capable de faire maintenant à tous les niveaux. Je vais juste rajouter un autre point parce que tu dis ça et je veux sauter sur l'opportunité. Mais quand tu dis oui, c'est beaucoup plus accessible et des jeunes maintenant qui codent, on a oublié de mentionner un truc, c'est des outils comme la GenAI qui permet de coder sans savoir le coding. Donc, littéralement, Roblox, même il y a 2 ans, ils ont annoncé des outils où tu peux littéralement taper ce que tu veux créer et des trucs en graphique qui va le faire, qui va être créé pour toi automatiquement. Donc, de plus en plus, je pense que ça va
encore démocratiser l'accès à ces plateformes justement pour faire de la création de... Il faudrait que je me renseigne là-dessus. Je t'avoue, pour l'instant, j'écris seulement mes emails par ChatGPT. Mais ça s'arrête là. Mais non, et tu vois, je voulais savoir par rapport. D'ailleurs, tu parles de Gen AI, etc. Donc ça m'amène un peu plus vers le futur du gaming. Donc d'ailleurs, ce que tu viens de dire, ça en fait partie. Mais est-ce qu'on peut dire que le gaming, c'est un peu le futur de la pub in a way, ou est-ce que Alors, tu dirais, c'est quoi exactement ton... le futur, Comme ça. je dirais pas trop le futur. Je pense que le gaming, en fait, est un levier comme un autre dans tous les touchpoints digitaux qu'un marketeur a à sa disposition pour engager avec sa cible, son consommateur. Donc, futur, non, mais je dirais que c'est un potentiel énorme qui, encore aujourd'hui, je trouve, c'est un touchpoint qui est, comment dire, en anglais, underpotentialized. Et en fait, là où on regarde les chiffres, je l'ai plus en tête exactement, mais je sais qu'au niveau du temps, de l'engagement passé entre les réseaux sociaux et le gaming, aujourd'hui, le dollar investi en médias n'a pas atteint encore son fair share. Ok. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a encore assez de room for growth, disons, sur le gaming. Et il y a tellement différentes manières d'activer en gaming également, pas juste en paid, parce qu'on a parlé un peu de création de monde virtuel, mais il y a aussi tout un super important, c'est de construire avec une compréhension de la culture du gaming, de la communauté, de le faire d'une manière authentique, mais aussi, quand on y pense, toute la partie content, parce qu'on a touché un peu à UGC, mais la partie content, aujourd'hui, comme sur un TikTok ou un Meta où tu peux créer du contenu photo, vidéo, sur le gaming, c'est la même chose. C'est-à-dire que au-delà du lifespan d'un jeu que tu consommes et que tu finis le jeu et ça se termine là, aujourd'hui, tu retrouves des streamers, justement, qui vont publier sur un YouTube et les gens vont consommer. Ils vont pas nécessairement jouer le jeu, mais ils vont regarder un streamer jouer sur YouTube. Et je pense que, si je me trompe pas, YouTube, le number one content qui est consommé sur YouTube, c'est le gaming. Et là aussi, où tu vois beaucoup d'influenceurs qui ont fait un peu leur nom de... tu l'as mentionné tout à l'heure, mais Pokémon, Gotaga, et Squeezie. Je pense aussi à Ninja, à PewDiePie. Plus côté anglophone, mais des gens qui ont commencé avec le gaming content et qui ensuite blow up. Ninja, après lui, c'est aussi un joueur professionnel, mais ils ont tous les deux commencé en postant du content. Tu verrais en fait, le gaming pour toi, c'est vraiment une stratégie d'awareness en général, ou de plus de considération, ou vraiment d'aller chercher cette audience que tu n'es pas capable d'avoir sur un méta, par exemple? Alors, je dirais aujourd'hui, oui, c'est beaucoup plus awareness et engagement, donc un peu upper to mid funnel. Mais ça ne veut pas dire que le lower funnel n'est pas en train de se créer. Il y a des marques qui explorent des moyens pour relier justement pour ramener les consommateurs à la conversion. Je pense que le challenge, c'est vraiment de ne pas disrupt l'expérience du consommateur, parce que lorsque tu es dans un élément de jeu, tu es là pour jouer et pas pour, entre guillemets, nécessairement engager, ensuite acheter directement avec une marque non endémique, à moins que c'est une collaboration qui fait sens. Et donc, je peux nommer un exemple qui est assez intéressant. Je pense que c'était il y a l'an passé, en fait. L'an passé, Walmart a déjà activé, je pense, dans le passé avec Roblox. Je pense que ça faisait peut-être 2 ans de suite qu'ils avaient créé une expérience virtuelle, immersive sur Roblox. Et juste l'an passé, ils ont proposé un mécanisme
qui permettait d'acheter un virtual item dans le jeu. Et en même temps, et ça c'était juste aux États-Unis, c'était un petit test qu'ils ont fait. Dès que tu achetais un item virtuel, tu te faisais shipper le même produit chez toi. Donc, ils n'ont pas partagé les résultats, disons, en tant que hard numbers, mais un petit oiseau me disait que c'était un test assez successful, que c'était de bons résultats et qu'ils allaient peut-être continuer à explorer et extend le test. Écoute, on arrive vers la fin du podcast et j'ai toujours un peu cette question mot de la fin. Si tu devais un peu parier ou du moins dire vers ce quoi va se tourner vers le monde du gaming dans les 5 prochaines années, est-ce que t'as parlé du Gen AI, mais est-ce que tu aurais d'autres pistes un peu de où est-ce que tu sens que le gaming irait? Écoute, c'est un peu difficile à dire. Je peux me tenter. Et je dis ça parce que il n'y a pas longtemps, tout le monde avait mis un pari sur le développement des mondes immersifs, mais à travers le headset. Ah oui. Donc, la Vision Pro. Bon, après, Meta a tellement investi également dans tout ce qui est hardware pour l'Oculus et je pense qu'ils vont continuer. Mais maintenant, tout le monde s'est tourné vers tout ce qui est Gen AI. Développement un peu de ce côté-là, du côté créatif. Donc, honnêtement, c'est un peu incertain. Demain, je sais pas, je ne sais pas quel est le potentiel de la Gen AI pour le gaming. Et ce que je pourrais dire, c'est pas vraiment exactement nouveau non plus pour l'industrie du jeu vidéo, parce qu'en réalité, même il y a dans le passé, les studios utilisaient quand même des éléments de machine learning, quand tu penses notamment à Assassin's Creed, pour faire un retour sur mon premier point, pour les mécanismes de jeu, d'environnement, de création de monde également. Donc, c'est pas exactement nouveau. Mais, en revanche, moi, je pense que la partie UGC est un élément qui va accélérer encore plus avec la Gen AI. Et c'est là où je pense que là où on a vu la montée d'un Meta grâce au contenu produit par les milliards d'utilisateurs d'un Meta, par exemple, on va peut-être retrouver ce même phénomène avec une plateforme. Je suis pas sûre encore c'est laquelle. Est-ce que c'est un Roblox? Je sais pas. Ils ont l'air d'avoir une très bonne avancée sur ce côté-là. Mais dès que les gens pourront créer sans bloqueur, sans limite, the sky is the limit, mais je pense que dès qu'ils vont pouvoir être rémunérés financièrement d'une manière assez intéressante, je pense qu'il y aura une explosion de jeux intéressants pour le public. Et à ce moment-là, le tout suivra. Engagement, temps, marque, investissement, donc voilà. Moi, je fais un bet sur les 5 prochaines années. Est-ce que tu finiras streameuse? Ah, ça, non, je pense que je suis never say never, comme on dit. mais non, je sais pas, je crois pas, non. Ouais, merci beaucoup en tout cas, Estelle. Ça marque la fin de ce 4e épisode. Merci beaucoup à tous. J'espère que vous avez aimé l'épisode. N'hésitez pas à sub. Mais en tout cas, non, n'hésitez pas en tout cas à partager, à liker ou à commenter pour que voilà, les épisodes continuent à s'améliorer d'épisode en épisode. Merci beaucoup. Au revoir. Merci encore, Estelle. Merci, Hugo. Bye.